50. Donc, suite à des coups de feu de Bichat avec des blessés sur le 10e arrondissement, nous recherchons des individus en fuite dans un véhicule couleur noire. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Le 13 novembre 2015, la France subit une attaque d'une ampleur inédite. Je me suis dit, ce qu'on craignait est en train d'arriver. On a des attentats multiples. Ils ont des gilets explosifs et des kalachnikovs. Là, les gars, ils sont chauds. Après les attentats de janvier 2015, après les multiples alertes, la machine d'État était-elle prête à faire face? On est bombardé de tas d'informations. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre équipe? Je me dis, il ne faut pas que tu bouges, il faut que tu restes chez toi. Le film que vous allez voir est un récit non autorisé. Le ministère de l'Intérieur a fermé ses portes. Pour les gens de mon service, c'est vécu comme un échec. On sait très bien que du directeur au dernier agent, on a une responsabilité collective. Les hommes et les femmes que vous allez entendre, policiers, membres du RAID, agents du renseignement, ont pris le risque de s'exprimer sans autorisation. Ils étaient aux premières loges. J'étais avec le fusil à pompe et je ne savais pas d'où pouvait venir le danger. Vous avez tellement d'informations et de choses qui vous arrivent que vous êtes vraiment complètement perdu en fait. Ils racontent le courage et la confusion. On a des coups de feu au Bataclan. Apparemment, tout le monde est en train d'évacuer les lieux. Désolé, mais aucun véhicule disponible. En clair, tant que c'est pas sécurisé, on est seul. Et ça, quel que soit le nombre de victimes qui arrivent. Je voyais pas comment est-ce que ça pouvait se terminer autrement que qu'on allait mourir. Ils dévoilent aussi les loupés et parfois les coups de chance de ces terribles journées. Ils trouvent que les informations ont été trop faciles à obtenir. Ils se disent que c'est peut-être un guet-apens. Il me dit clairement, Abaoud, vraiment, il fera tout pour taper durement la France. C'est son obsession. Il cherche des volontaires constamment dans ce but. Comment les Français vont réagir en disant, mais tout ça, ça devrait être évité. Mais je me disais, oui, mais comment il peut expliquer ça aux Français? Pas sûr qu'ils le comprennent et qu'ils l'acceptent en tout cas. Cellule de crise, 13 novembre, quand la France vacille. Mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, la France est en vigilance maximale. Une alerte à la bombe à l'hôtel qui abritait l'équipe allemande de football ce matin dans le 16e arrondissement de Paris. À 9h50, les champions du monde allemands qui joueront le soir même au Stade de France sont évacués après un appel anonyme. À 14h, à l'autre bout de Paris, les policiers sont mobilisés par une seconde alerte à la bombe. Cette fois, c'est la gare de Lyon qui est bouclée. Au même moment, depuis des planques louées à Alfortville et à Bobigny, 10 terroristes se préparent à attaquer Paris et Saint-Denis. À leur tête, Abdelhamid Abaoud. Il est l'un des leaders des combattants francophones en Syrie. Ce belgo-marocain de 28 ans est connu du grand public depuis la diffusion d'une vidéo dans laquelle il tracte des cadavres. Avant, subhanallah, on traque des jet skis. Maintenant, alhamdoulilah, fisabilillah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les mourdad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. Tous les services de renseignement sont mobilisés pour trouver Abaoud. Mais ce 13 novembre,
tous ignorent que le djihadiste le plus recherché d'Europe est en France. Devant la planque de Bobigny, à 10 km de la capitale, 4 hommes montent à bord d'une Clio noire immatriculée en Belgique. Au volant, Salah Abdeslam, 27 ans. À ses côtés, Bilal Atfi, 20 ans. Ils sont de nationalité française, mais vivent en Belgique. Avec eux, 2 Irakiens. Les 3 passagers portent des ceintures explosives. Ils empruntent l'autoroute A86 vers Saint-Denis. Salah Abdeslam dépose les 3 hommes, avenue du Stade de France. Pour la première fois, des kamikazes vont passer à l'action sur le sol français. Au même moment, plus de 72 000 amateurs de football entrent dans le stade pour assister au match amical France-Allemagne. Pas de hooligans prévu ce soir-là. Le déploiement des forces de l'ordre est limité au service minimum. 300 policiers surveillent l'extérieur du stade. 600 stadiers fouillent les spectateurs. Les 3 terroristes n'ont pas de billets. Pour eux, impossible d'entrer. Dans la tribune présidentielle, François Hollande est venu soutenir les Bleus. À ses côtés, Noël Le Graët. Le match démarre dans de bonnes conditions. On sent que l'équipe de France est assez vive, elle a le ballon plus souvent. Donc l'ambiance du match est tout à fait très optimiste. Les abords du stade sont vides. Les 3 terroristes sont filmés par les caméras de surveillance à 300 mètres du stade. Bilal Atfi est au téléphone. À l'intérieur, le match bat son plein. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, est assis à quelques sièges du président. La première mi-temps était déjà largement engagée. On avait un match plutôt agréable. Je me rappelle très bien le fait que Evra ait la balle et d'un seul coup, on entend un boom assez bizarre. L'explosion de la ceinture du premier kamikaze tue un passant. Elle fait 3 blessés. Pourquoi choisir une avenue quasi déserte à cette heure-ci? Une diversion? Un déclenchement accidentel? L'enquête n'a pas apporté de réponse. 3 minutes plus tard, à 200 mètres du premier kamikaze, près de la porte H du stade, le 2e Irakien s'approche d'un groupe de passants. Il vient de déclencher sa ceinture d'explosifs. 6 personnes sont blessées. Et là, on commence à se demander ce qui se passe. Dans le stade, on ne sait rien de ce qui vient de se produire. Il n'y a pas d'échange encore à ce moment-là, sauf de regard un peu. Tiens, c'est bizarre quand même. Et il faut attendre 3-4 minutes pour voir les officiers de sécurité commençaient à passer du côté du président de la République. Et là, on comprend qu'il se passe quelque chose. Ça se passe très très vite. Quelqu'un descend, lui dire « Président, il faut monter, il se passe quelque chose ». Il me dit très gentiment « Noël, restez à votre place, on va sûrement venir vous chercher dans quelques minutes, mais si vous partez, partons calmement ». François Hollande rejoint au 5e étage du stade le poste de commandement opérationnel. C'est dans cette cellule de crise, surnommée la bulle, que les décisions vont être prises. Faut-il interrompre le match? Faut-il évacuer le stade, au risque de provoquer un mouvement de panique? Le président retrouve le préfet de Seine-Saint-Denis, qui vient de donner l'ordre de fermer toutes les grilles.
Personne ne doit quitter les tribunes. Les abords du stade ne sont pas sécurisés. Noël Le Graët apprend qu'une attaque terroriste est en cours lorsqu'il rejoint la cellule de crise 2 minutes plus tard. En ce qui me concerne, les instructions étaient le match doit continuer, ok, pas de problème. Prévenez, vous faites en sorte en tout cas que les joueurs et l'entraîneur ne soient pas au courant. On ne parle à personne de ce qui se passe à l'extérieur, le match doit continuer. Quand on est au stade, comme ça, on a une seule crainte, c'est l'affolement du public. Et le temps est long. C'est une décision qui peut surprendre. 2 kamikazes se font exploser autour du stade et on décide de continuer le match presque comme si de rien n'était. Pourquoi? Mais en fait, dans la cellule de crise, on considère que les gens sont plus en sécurité à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur. Tous les spectateurs ont été fouillés, donc pour la police, il y a peu de risques qu'un terroriste ait pu entrer à l'intérieur avec une ceinture d'explosifs ou avec une arme longue. Et puis faire sortir le public, ce serait aussi gêner les secours qui sont déjà sur le terrain. Donc là, la cellule de crise a une mi-temps pour organiser l'évacuation des spectateurs du stade. 1 minute après la seconde explosion, le dernier terroriste du Stade de France est de nouveau au téléphone. Son interlocuteur roule à bord d'une Seat noire dans le 10e arrondissement de Paris. Le commando qui va attaquer les terrasses se coordonne en temps réel avec le kamikaze du Stade de France. À bord du véhicule, Abdelhamid Abaoud, le chef, et 2 complices. C'est le début d'un périple sanglant de près de 20 minutes qui va déstabiliser les forces de police et les secours. La soirée est douce pour un mois de novembre parisien. Des clients sont attablés sur les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. La Seat longe une première fois le bar et le restaurant, sans s'arrêter. Après ce qui ressemble à un repérage, la voiture fait le tour du quartier et revient à nouveau, droit vers le Carillon et le Petit Cambodge. Cette fois, elle s'arrête. Le chauffeur reste au volant. 2 hommes sortent. Ils sont armés de Kalachnikov. Ils ne portent pas de cagoule. L'un des terroristes ouvre le feu en direction du Carillon. L'autre assaillant s'approche du restaurant situé en face, le Petit Cambodge, et tire. Entre les 2 terrasses, une voiture puis un camion de pompiers sont également pris pour cible. Les 2 terroristes retournent vers la Seat à reculons en continuant à tirer. Ils prennent la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? En 1 minute, ils ont tué 13 personnes et en ont blessé 22 autres. La Seat noire continue sa route. Après 400 mètres seulement, elle s'arrête rue de la Fontaine-au-Roi, au niveau des restaurants La Bonne Bière et Casa Nostra. Abaoud et un de ses complices ouvrent le feu sur la terrasse du café. Un homme court pour échapper au tir. Il est pris pour cible. Une voiture est également visée. Dans le même temps, la voiture des terroristes continue de rouler, au ralenti, jusqu'à buter sur le trottoir. Le conducteur sort de la voiture et tire sur la pizzeria Casa Nostra. À moins de 200 mètres de la fusillade, le cardiologue Patrick Hébrard, ancien président de Médecins du Monde,
spécialiste des terrains de guerre, rentre chez lui. Là, j'entends au milieu de la rue du Faubourg du Temple un bruit de Kalachnikov. Je me précipite sur la petite place qui est en face de la Bonne-Bière et je retrouve une voiture criblée de balles avec 2 passagers par terre en train d'hurler. Je regarde derrière moi et je vois les 2 tueurs qui reviennent. Et puis, ils veulent tirer sur 2 filles et ça s'enraye. Et petit à petit, ils s'en vont. Ils crient « Allahu Akbar » et prennent la fuite en voiture. Je sais pas, hein, un mec à règlement de compte, c'est pas possible, c'est pas possible. Abaoud et ses complices ont fait 5 morts et 19 blessés. Patrick Hébrard se précipite à la Bonne-Bière pour venir en aide aux victimes. Il découvre qu'un de ses amis, un autre médecin humanitaire habitant au-dessus de la pizzeria, est déjà sur place. Il a perdu 3 jeunes femmes qui sont mortes dans ses bras, il n'a rien pu faire. Et puis les pompiers arrivent avec une petite estafette, des premiers secours, mais il n'y a rien dans cette estafette. Enfin, évidemment, pas de défibrillateur, pas de matériel à intuber. Et donc, on se met ensemble, on organise cette salle de restaurant comme un hôpital de campagne. Une femme a une balle dans le ventre, elle préfère être assise dans une chaise. Voilà, on est très désemparés, on met des garrots, on a un minimum de possibilités. Patrick Hébrard va devoir s'armer de patience. Aucun matériel médical ne parviendra à la Bonne-Bière. Ça a canardé à tout va. 4 minutes plus tard, des policiers arrivent sur place. Ils demandent des renforts. Nous avons récupéré les échanges radio de cette soirée. Ils révèlent la confusion dans laquelle sont plongées les forces de l'ordre. À la permanence police-secours du commissariat du 20e arrondissement, le major Sophie T reçoit le message. Elle dirige une équipe de 28 personnes. Elle est en train de dîner quand l'un de ses hommes l'avertit qu'il y a eu des tirs rue de la Fontaine-au-Roi. Elle ignore encore que le Stade de France et 2 premières terrasses ont été attaquées. Moi, dans mon esprit, à ce moment-là, c'est un règlement de compte, un truc entre bandes, un truc de dealer, voilà. Le major part avec 3 coéquipiers sur le site de la 2e attaque. Mais elle n'a reçu aucune précision sur l'adresse exacte. La patrouille arrive dans la bonne rue, mais 400 mètres trop haut. L'artère est en sens unique. Les policiers s'éloignent des blessés de la Bonne-Bière et de Casa Nostra. Donc on monte rue de la Fontaine-au-Roi. On voit à l'angle un café où tout le monde est dehors, tout le monde boit des coups, enfin voilà. Et je me dis, ben non, tout va bien rue de la Fontaine-au-Roi. Vous êtes sûr que c'est Fontaine-au-Roi, qu'on est Fontaine-au-Roi, il n'y a rien. Elle ne reçoit pas d'indication précise. Le major Sophie T va rester dans le flou de longues minutes. Après 4 terrasses attaquées, la préfecture de police et les salles radio chargées d'orienter les policiers sur le terrain sont dépassées par le nombre d'appels. Allez, je vais demander de silence, hein. Il faut absolument du monde sur place, hein. J'ai plein de blessés par balle. Donc, tapez-moi... Nicolas est opérateur. Il vient d'arriver dans la salle radio qui gère les arrondissements pris pour cible. Quand j'arrive, c'est effervescence au niveau des ondes radio. Beaucoup de personnes veulent communiquer. Donc ça peut être du simple demande d'effectifs, de la demande pour un périmètre de sécurité, ça peut être sur les interventions, ça peut être pour des blessés, pour avoir des pompiers. Donc tout le monde souhaite prendre la parole et ça forme un gros embouteillage. Il y a un gros brouillon au niveau des ondes radio. Sur le terrain, le major Sophie T recherche toujours le bar attaqué. Sans le savoir, elle prend la même direction que les terroristes.
à 5 minutes de distance. Tandis que le major Sofité descend l'avenue Parmentier, la Seat noire d'Abaoud arrive à proximité du restaurant La Belle Équipe. La terrasse est bondée. « 50 mètres plus loin, les terroristes font demi-tour pour revenir vers le restaurant. La Seat est arrêtée au milieu de la chaussée. Les 3 terroristes visent ensemble la terrasse. Ils tirent près de 130 munitions. Sur cette photo prise par un riverain, l'un des tireurs est chaussé de baskets orange. Un détail qui permettra bientôt de l'identifier. Sofité et ses 3 coéquipiers entendent à la radio que de nouveaux coups de feu sont signalés. 92 rue de Charonne, au niveau d'un bar. Apparemment, il y a des gens qui ont arrosé à la calache. Ils sont parmi les premiers à arriver à La Belle Équipe. Et là, on descend tous les 4 de la voiture. Et là, bien sûr, je vois. Je vois, voilà. Je vois les gens en terrasse. Et je sais qu'ils sont morts. Et là, je regarde mon chauffeur. Et je lui dis, il y a des blessés? Et il me dit, arrête, arrête, ils sont tous morts. Et donc là, je me souviens très bien, je mets mes mains comme ça. Et il me dit, allez, allez, allez. Et puis, je me suis mis en mode professionnel. En fait, c'est moi qui ai passé le premier message à la radio. Il va transmettre. Écoutez, à la terrasse de la Belle Équipe, donc on a pas mal de gens à terre, hein, des personnes décédées apparemment. C'est un carnage. 20 personnes sont mortes, 17 sont blessées. C'est l'attaque de terrasse la plus meurtrière. On a vite travaillé, mes collègues sont allés aider les pompiers à faire le tri. Hein, c'est un mot horrible, mais c'est ça qu'on a fait. Et on a dû mettre en place le dispositif, le périmètre de sécurité, garder les témoins, prendre un lieu pour mettre les blessés légers, prendre un autre lieu pour mettre les blessés très graves qui ensuite, pour certains, décéderont sur place. Au palais de justice, le parquet antiterroriste est alerté. Le procureur de la République, François Molins, en charge de l'enquête, multiplie les appels téléphoniques. Je prends la peine tout de suite, comme je fais dans ces cas-là, de vérifier l'information, c'est-à-dire je vais passer des contre-appels à d'autres responsables policiers pour essayer à la fois de confirmer l'information et d'en savoir plus. Mais moi, honnêtement, j'avoue que là, j'ai compris. Je me suis dit, ce qu'on craignait est en train d'arriver. On a des attentats multiples. Des policiers de toute l'Île-de-France convergent vers le quartier République. C'est le général la plus effective du 11e. C'est le gilet lourd, armement lourd immédiat pour tous les effectifs. Message reçu rapidement, visio, merci à vous. Olivier, 42 ans, fait partie de la brigade anticriminalité du Val-de-Marne. Avec 2 collègues, il circule alors près de la porte de Vincennes, à 3 km de la dernière terrasse attaquée. On entend sur les ondes radio qu'il y a des tirs dans Paris. Et on sent que les agresseurs vont d'étape en étape. Mon chef de bord me dit, on va sur Paris. Il y a un truc, c'est pas normal, on va sur Paris. Donc là, on part directement. On a des infos sur le véhicule en question dans lequel les individus sont en fuite. On entend qu'il y a un véhicule qui serait peut-être en train de remonter le boulevard Voltaire. La Seat noire d'Abaoud s'arrête devant la brasserie Comptoir Voltaire. Un terroriste en descend. La voiture repart en direction de la place de la Nation.
Brahim Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam, pousse la porte de la terrasse du comptoir Voltaire. Quelques secondes plus tard, à 21h41, il actionnera sa ceinture. Une serveuse et un couple attablé juste derrière seront gravement blessés. Olivier et ses 2 collègues de la BAC arrivent les premiers sur place. Ils ne savent pas qu'un kamikaze s'est fait exploser. Ils recherchent des hommes armés. J'étais avec le fusil à pompe et je ne savais pas d'où pouvait venir le danger. Je tournais sur moi-même. Voilà, j'avais plein d'informations qui arrivaient, peut-être un véhicule noir avec plusieurs individus. Donc voilà, dès que je voyais un véhicule un peu sombre, j'essayais de faire attention, d'être vigilant. Mais vous avez tellement d'informations et de choses qui vous arrivent que vous êtes vraiment complètement perdu en fait. Dans le café, 2 clients dont un infirmier tentent de réanimer un blessé. Quand ils aperçoivent la ceinture qui n'a pas complètement explosé. Ils réalisent qu'ils sont en train de faire un massage cardiaque au kamikaze, qui décédera quelques minutes plus tard. Le café est immédiatement évacué. Pourquoi une telle confusion dans les échanges radio entre policiers? Les terroristes ont déjà attaqué 6 terrasses en quelques minutes. Dans la salle radio qui couvre l'Est parisien, il y a 4 policiers. En temps normal, ça passe, mais là, ils sont déjà débordés par les ondes radio. Résultat, ils n'ont même pas le temps de regarder les caméras de vidéosurveillance. Ils vont les regarder qu'à 4 h du matin, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont réaliser qu'ils auraient pu comprendre bien plus tôt ce qui était en train de se passer. La conséquence, en tout cas, c'est que les policiers ont beaucoup de mal à localiser les attaques. Oui, c'est compréhensible. Les gens qui appellent le 17, qui appellent police secours, donnent un tas d'adresses différentes. Le Carillon et le Petit Cambodge, c'est un carrefour. Pareil pour la Bonne Bière et Casa Nostra. Regardez, ces 2 restaurants sont situés au croisement de 3 rues. Et puis les gens qui ont fui les fusillades se sont réfugiés dans ces rues aux alentours. Et c'est de là qu'ils appellent, à chaque fois en donnant une adresse différente. Et des appels, il y en a beaucoup. Oui, au cours de la nuit, Police Secours recevra plus de 3000 appels. À l'autre bout du fil, 6 policiers. Ce soir-là, 9 fois sur 10, les appels ne sont pas décrochés. Une 3e voiture immatriculée en Belgique, une Polo noire, roule sur le boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. À bord de la voiture, 3 Français. Ils sont connus de la police et tous sont passés par la Syrie. Parmi eux, Sami Amimour, ancien conducteur de bus en banlieue parisienne. En 2012, il est interpellé avec 2 autres complices pour avoir voulu se rendre au Yémen. Le juge Marc Trévidic est alors en charge de leur dossier. Ils sont arrêtés, ils nous sont présentés, on les met sous contrôle judiciaire. Pendant la première année, ça se passe bien. Il n'y a pas d'inquiétude particulière, ils viennent aux interrogatoires. Mais en août 2013, le juge antiterroriste s'inquiète. Il ne reçoit plus les fiches de leur contrôle. Tout d'abord, je vérifie auprès du commissariat de police chargé du suivi de son contrôle judiciaire. On m'annonce que Sami Amimour et ses 2 comparses n'ont plus signé depuis 1 mois et demi. Puis de fil en aiguille, on arrive à comprendre effectivement qu'ils sont partis depuis 1 mois à peu près. Malgré l'interdiction de quitter le territoire français, malgré la diffusion sur fichier des personnes recherchées, malgré le fait qu'on avait leur papier d'identité normalement. Voilà. Sami Amimour avait vraiment le profil bas, sans envergure, plutôt gentil. Je ne pense pas que le Sami Amimour de l'époque où nous l'avons eu est le Sami Amimour qui revient au Bataclan. Entre-temps, il y a 1 an et demi d'entraînement avec l'État islamique, de bourrage de crâne, qui fait qu'ils ont fabriqué un monstre. La voiture de Sami Amimour et de ses 2 complices se gare à côté de la salle de concert du Bataclan. L'un des 3 terroristes envoie un SMS. On est parti, on commence. Il se débarrasse ensuite du téléphone dans une poubelle. Dans la salle, 1500 spectateurs assistent au concert des Eagles of Death Metal, un groupe de rock américain. Stéphane, 50 ans, est informaticien et grand amateur de musique.
C'est un vendredi soir, moi je suis un peu fatigué de ma semaine et donc je décide de ne pas rester dans la fosse qui par ailleurs est quand même assez bondée et donc je décide d'aller m'asseoir au balcon et donc je me situe grosso modo à peu près en face de la Seine. Il y a vraiment une ambiance, il fait très chaud dans le Bataclan. À l'extérieur, les terroristes ouvrent le feu sur des clients attablés en terrasse du Bataclan Café. 3 personnes meurent. Le chef des 6 vigiles, Didi, est à l'entrée de la salle. J'aperçois les tirs fournis sur le Bataclan Café. Les terroristes sont à même pas 1 mètre des gens de la terrasse. C'est un moment charnière. Là, dans votre tête, vous n'avez plus le temps de réfléchir. Je me précipite à l'intérieur pour prévenir déjà tous ceux qui étaient dans le hall et les faire rentrer. Les 3 terroristes entrent à leur tour, s'arrêtent au niveau du bar et ouvrent le feu sur la foule. Les tirs ont été enregistrés par l'un des spectateurs. Les terroristes vont tirer à plus de 250 reprises, par rafale et au coup par coup. Les gens sont en train d'essayer de fuir sur les côtés. Et donc à ce moment-là, je prends mes affaires, je rebrousse chemin pour me diriger vers l'escalier. Et là, je me dis, si je descends et que je me retrouve nez à nez avec les terroristes, ça va poser problème. Le responsable de la sécurité ouvre une première issue de secours. On commence à faire évacuer le maximum de monde par ces sorties de secours en criant et en leur disant de sortir par là. Les gens commencent à trébucher, les gens commencent... Il y a trop de gens qui veulent sortir de la même sortie. En bas, il faut bien se dire qu'il y avait 1200 personnes dans la fosse. Donc 1200 personnes sortir dans une seule sortie de secours, c'était impossible. Didi prend le risque de retourner dans la salle. Il veut maintenant ouvrir les issues situées de l'autre côté, au niveau de la Seine. Les 3 terroristes étaient à l'intérieur et faisaient feu sans pitié dans toute la fosse. Donc j'ai dû m'allonger, tout le monde était pratiquement déjà allongé. Au bout de quelques minutes, quand j'ai vu qu'ils allaient recharger ou ils étaient en train de parler entre eux, je me suis dit que c'était le moment de se lever et de lever le maximum de gens pour me diriger vers la sortie de secours qui était très méconnue du public. Ils permettent à des spectateurs de fuir par la porte. D'autres tentent de s'échapper par les toits et les fenêtres du bâtiment. À la préfecture de police, l'alerte est rapidement donnée, comme en témoigne cet extrait des échanges radio entre les commissariats de l'Est parisien. On a des coups de feu au Bataclan, coups de feu au Bataclan. Apparemment, tout le monde est en train d'évacuer des lieux. Ça compte dans tous les sens, on a des caméras, ça se voit. On a plus de 18 pour aller voir sur cette adresse. Désolé, mais aucun véhicule disponible. Tous mes véhicules sont dans les différents points. 1000 policiers sont déjà répartis sur les 7 scènes de crime des terrasses et du Stade de France. À Saint-Denis, le match continue tandis que les renforts de CRS sont arrivés et tentent de sécuriser les lieux. Le 3e terroriste s'est éloigné à 500 mètres de là, rue de la Coquerie. 33 minutes après la dernière explosion du Stade de France, il s'approche d'un fast-food, passe un dernier appel au commando des terrasses, tourne au coin de la rue et actionne sa ceinture d'explosifs. Les secours déjà sur place interviennent rapidement. Seul le kamikaze est mort, mais 54 personnes sont blessées par la centaine de boulons projetés depuis la ceinture.
Au Bataclan, les terroristes tirent depuis 8 minutes. 2 d'entre eux montent à l'étage, où des spectateurs sont cachés entre les fauteuils rouges. Je vois arriver les 2 terroristes et ils s'avancent vers nous avec leur kalachnikov. Ils tirent quelques rafales en direction de la fosse et ils se dirigent vers nous et ils nous disent « Bougez pas, on va pas vous tuer ». Ils nous emmènent dans un coin du balcon, ils nous font asseoir et ils nous délivrent leur message, comme quoi ils font partie de l'État islamique et ils sont venus venger leurs familles qui sont sous les bombes en Irak et en Syrie. Un commissaire et son coéquipier ont été alertés par les messages radio. Ils sont devant les portes du Bataclan. Je suis dans le Bataclan, plusieurs dizaines de morts. Individus retranchés à l'étage certainement, qui font toujours peu. Plusieurs dizaines de morts. On est à 2, en petit on va progresser. De leur propre initiative, le commissaire et son collègue entrent jusqu'au niveau du bar. Ils voient Sami Amimour sur la gauche de la scène, qui met en joue un jeune homme. Amimour repère le commissaire. Il lui lance « Casse-toi, casse-toi, enfoiré !» Le commissaire et son collègue sont à 25 mètres du terroriste. Il tire 4 coups. Le terroriste s'effondre. L'otage a le temps de s'enfuir avant que la ceinture explose. Un terroriste abattu sur le Bataclan, a priori, dans cette épine de monde également. On continue à progresser. Ce commissaire fait un tir extraordinaire. À 25 mètres, dans ces conditions extrêmes, sous pression, il parvient à atteindre sa cible. C'est un geste incroyable. D'ailleurs, il est devenu un héros pour certains de ses collègues. Et les autorités ont mis en avant son geste, disant qu'il avait permis d'interrompre le massacre. Et ce tir va même avoir des conséquences à plus long terme. 6 mois plus tard, le ministre de l'Intérieur décide de changer les règles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les forces de police devaient sécuriser la zone et attendre les unités d'élite. Aujourd'hui, c'est à eux d'intervenir et le plus rapidement possible. Ça signifie que ça a constitué un tournant pour les policiers de terrain. Ouais, il y a vraiment un avant et un après le Bataclan. Depuis, les brigades anticriminalité, les BAC, ont reçu de nouvelles armes, notamment des fusils d'assaut, qui sont des armes de guerre, qui étaient jusqu'à présent réservées au RAID, à la BRI ou au GIGN. Encore faut-il apprendre à s'en servir. Ouais, comment se déplacer, comment couvrir son collègue, comment ouvrir le feu s'il y a des civils autour. Tout ça, ça s'apprend et certains policiers nous expliquent qu'il n'y a pas assez d'entraînement pour réagir en cas de tuerie de masse. En tout cas, dans l'immédiat, ce commissaire et son chauffeur, avec leurs simples armes de service, ont réussi à porter un coup aux terroristes. Mais lorsque Sami Amimour explose, la réaction des 2 autres terroristes n'est pas forcément celle qu'on imagine. Il me semble qu'ils en rigolent. Et que pour eux, c'est plutôt un aboutissement et qui sont plutôt satisfaits de la tournure que ça prend, en tout cas pour leur collègue qui est en bas. Les terroristes conduisent ensuite Stéphane et 11 autres otages dans un couloir exigu, sur la gauche de la scène. Quand on arrive dans le couloir, un des 2, je ne sais plus lequel, ouvre la fenêtre et tire des rafales de Kalachnikov par la fenêtre en direction du boulevard. J'ai senti le plâtre de l'immeuble qui nous protégeait s'effriter, le goudron qui partait en éclats. C'est vraiment assez phénoménal. Olivier, le policier qui est intervenu au comptoir Voltaire, est en première ligne, à 40 mètres du tireur. J'ai un bouclier balistique, mais je suis obligé de reculer parce qu'il n'arrête pas la munition de Kalachnikov. C'est prévu pour d'autres munitions, mais pas pour une munition aussi puissante. Et quand je recule, je tape un corps. Je me retourne, en fait, la personne est morte. Et voilà, donc je vais me mettre à l'abri. Seul le chef d'équipe d'Olivier, armé d'un fusil à pompe, et un équipier reviennent à la charge.
Les deux policiers tentent de couvrir 2 victimes prises au piège dans le passage. Il y a un monsieur qui est torse nu, qui traîne un corps. Si on avait pu aller l'aider, mais on ne pouvait pas. Parce qu'au moindre moment où vous essayez de pointer le bout de votre nez, vous risquez de prendre une nouvelle rafale de Kalachnikov. Vous entendez les gens gémir, vous entendez les gens vous dire au secours, les gens qui demandent de l'aide, mais vous ne pouvez rien faire. Les policiers se retranchent derrière un camion de police. À leur côté, 4 militaires de l'opération Sentinelle armés de FAMAS, des armes de guerre. Mon chef leur demande rejoignez-moi et ils disent non, on attend, on peut pas, machin. Enfin, c'est assez compliqué. Lui, il essaye de passer un message sur les ondes en disant j'ai des militaires, s'il y a un souci, je les engage. On lui dit d'attendre, c'est pas la réponse qu'il aurait voulu entendre à ce moment-là. La préfecture de police explique que les militaires ne sont là qu'en assistance pour sécuriser la zone. La hiérarchie militaire ne les autorise à ouvrir le feu que si un terroriste sort de la salle. Il y a de la colère et de l'incompréhension. Donc, dans la précipitation, il dit bon, mais si tu tires pas, donne-moi ton FAMAS et voilà. Alors évidemment, le militaire ne peut pas les donner parce qu'on ne peut pas se passer les armes comme ça. Dans des cas comme ça, tout ce qui est protocole et un peu utilisation d'armes, en fait, on essaye de faire au plus vite. Des policiers avec un armement insuffisant d'un côté, des blessés, des terroristes et leurs otages de l'autre. La scène va rester figée jusqu'à l'intervention des forces d'élite, 20 minutes plus tard. À la Bonne-Bière, le site de la 2e attaque du commando des Terrasses, les pompiers sont arrivés en nombre. Mais 19 blessés attendent toujours les ambulances et le matériel médical adapté. Patrick Hébrard, le médecin humanitaire, s'impatiente. Les pompiers communiquent avec leur centre de commandement qui leur dit on fait tout ce qu'on peut, mais pour l'instant on est débordé par la situation dans Paris. Et puis ça ne venait pas. Et donc on leur disait mais dit-on, faites quelque chose. Et eux, ils étaient débordés, dépassés par les événements. Ils pensaient que leur hiérarchie allait leur envoyer quelqu'un ou que le SAMU allait arriver. Mais non, personne pendant 1 heure. Pas d'ambulance des pompiers à la Bonne-Bière, pas de SAMU non plus, et pourtant le matin même, le SAMU et les pompiers ont fait un exercice de simulation d'attentat multisite. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Les pompiers de Paris ont 7 ambulances, mais à cette heure-là, elles sont toutes engagées sur les autres sites. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des camions, mettre du matériel médical à l'intérieur et les envoyer. On sait qu'au moins l'une de ces équipes a pris la direction de la Bonne-Bière. Mais en chemin, elle s'est retrouvée bloquée par des barrages de police. Les pompiers bloqués par la police. Les rues sont bouchées, un périmètre de sécurité a été installé. Au milieu du chaos, cette équipe de pompiers cherche à passer, mais finalement, elle se déroute vers le Bataclan. Donc aucun médecin des pompiers sur place, mais il reste le SAMU. Pourquoi n'y était-il pas ? Pendant les 20 premières minutes, le SAMU n'envoie pas d'équipe dans la zone. Pourquoi ? Parce que les informations qui remontent en cellule de crise, c'est qu'il y a toujours des tireurs dans le quartier. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ensuite, ils vont envoyer des équipes, mais ils ont les plus grandes difficultés à y voir clair avec toutes ces adresses différentes qui leur sont communiquées. Et puis leur centre d'appel est débordé. Oui, même les pompiers ont les plus grandes difficultés à les joindre. C'est d'autant plus problématique que c'est le SAMU de Paris qui sait vers quel hôpital orienter les blessés. Au bout d'1 heure, les pompiers décideront finalement d'évacuer sans attendre plus longtemps. Et ces blessés de la Bonne-Bière, finalement, ils seront sauvés ? Oui, les 19 blessés seront tous sauvés, mais tout ça, les pompiers l'ont pas très bien vécu. Alors quand le SAMU diffuse cette photo de leur salle de crise pleine, en indiquant qu'il est 22h30, eh bien, les pompiers tiquent un peu, parce que quand on regarde de près, eh bien, on voit que l'horloge indique 1h30. En gros, nos sources ont le sentiment que le SAMU de Paris a essayé de masquer le fait qu'ils ont mis du temps à avoir tout le monde en salle de crise ce soir-là. Et que répond le SAMU ? Alors on a essayé évidemment de connaître la version du SAMU de Paris, mais ils ont refusé de répondre à nos questions. Alors que sa ville est attaquée, Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut se rendre au Bataclan. J'appelle mon officier de sécurité, mes équipes pour qu'on soit à la maison et pour pouvoir me rendre sur les lieux. On me dit, il ne faut pas que tu bouges, il faut que tu restes chez toi. Il y a encore, on ne sait pas où ils sont, il y a des terroristes dans Paris. C'est en train de péter à plusieurs endroits à la fois, donc ne bouge pas de chez toi. Moins d'1 heure après la première explosion à Saint-Denis, le président de la République quitte le Stade de France.
il est ramené vers Paris. François Hollande rejoint la place Beauvau. Il se rend dans les sous-sols au centre interministériel de crise. Cette salle n'est activée qu'en cas d'événement majeur. Elle centralise toutes les informations et organise la prise de décision. Autour de cette table, les patrons de la police, de la gendarmerie, des services de renseignement et les représentants des ministères. La salle est pleine, l'ambiance est lourde, elle est grave. Il y a une forme de concentration immédiatement perceptible. Louis Gauthier est chargé de coordonner les questions de défense et de sécurité. Le président de la République vient d'arriver. Il a besoin, d'une certaine manière, d'être parmi tous ceux qui, sur le terrain ou à la tête des administrations, vont gérer cette crise. Mais même ici, au sommet de l'État, impossible d'avoir une vision claire de la situation et d'établir précisément le nombre de sites attaqués. Les données du terrain remontent dans cette salle, mais les opérateurs peinent à distinguer les vraies informations des fausses alertes. Le véhicule est immobilisé, on n'a pas plus d'infos. Bon, il y aura un individu armé, les collègues ont sorti des armes pour l'instant, ils sont en contact, j'ai pas du tout de visu là, il y a un mec derrière la porte. Il y a des coups de feu. Dans tous les sens, apparemment le mec il est pas loin. On est bombardé de tas d'informations qui vont remonter des diverses scènes, des divers services. À ce moment-là, aussi des rumeurs, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre équipe, etc. Donc là, c'est l'incertitude sur quelle est la qualité de l'information, quelle est leur pertinence et comment elles vont permettre d'agir. Aux portes de Paris, la Direction générale de la sécurité intérieure est elle aussi en alerte. Diane fait partie des policiers chargés de lutter contre le terrorisme. Pour protéger son anonymat, nous avons reconstitué l'entretien. Pour les gens de mon service, c'est vécu comme un échec. C'est vécu comme un drame. On a le sentiment qu'on n'a pas réussi à collationner des éléments éparses. On sait très bien que du directeur au dernier agent, on a une responsabilité collective. Les agents du renseignement sont sous le choc. Ils ont en tête un interrogatoire réalisé 3 mois plus tôt, jour pour jour. 2 enquêteurs ont auditionné un jeune Français de retour de Syrie. Ses aveux résonnent dramatiquement avec ce qui se passe au Bataclan. Ce 13 août 2015, Reda Am avoue avoir été missionné par Abdelhamid Abaoud pour frapper la France. C'est une personne très dure et très déterminée. Il est très dangereux. Il m'a juste dit de choisir une cible facile comme un groupe de personnes, un concert par exemple, là où il y a du monde. Il m'a précisé que le mieux après l'action, c'était d'attendre les forces d'intervention sur place et de mourir en combattant, avec des otages. Le juge Marc Trévidic instruit le dossier de Reda Am. J'ai peu vécu de mise en garde d'une valeur aussi importante. Il me dit clairement... Abaoud, vraiment, il fera tout pour taper durement la France. C'est son obsession. Il cherche des volontaires constamment dans ce but. Cette mise en garde, c'est ça qui a permis vraiment de faire un bon bas de combat contre Abaoud. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Au Bataclan, 1 heure après le début de l'attaque, les policiers cernent toujours la salle de spectacle. D'autres ont commencé à évacuer des blessés. 15 hommes de la force d'intervention rapide de la BRI sont arrivés sur place. Ils prennent la main. Alors ils nous relayent sur nos différents points, ils placent leurs tireurs d'élite. Quand on voit l'armement qu'ils ont, on se dit bon, là déjà il y a de quoi faire face. Pour les premiers policiers sur le terrain, la présence des forces d'intervention est vécue comme un soulagement après une attente qui leur a paru très longue.
Cette question des horaires d'arrivée, elle va être controversée. Alors, effectivement, c'est un enjeu important. La BRI a répondu sur le sujet. Elle dit que ces premiers hommes sont arrivés vers 22h15. Et c'est le cas? Plusieurs éléments semblent indiquer qu'ils sont arrivés un peu plus tard. Regardez cette vidéo. Ce sont des images qui ont été tournées par un riverain. Il est 22h34, on est rue Oberkampf. Ce camion blanc, c'est un camion de la BRI. On voit également des hommes en tenue, armés de fusils d'assaut, et puis cette voiture grise qui arrive et dont on va voir sortir un policier. Tous ces hommes, ce sont des hommes de la force d'intervention rapide. Ce sont les premiers policiers de la BRI à être envoyés sur place. Et puis il y a un deuxième élément, les messages radio de la police. Le commissaire de la BAC annonce sur les ondes, colonne BRI qui vient d'arriver sur le Bataclan, ils vont nous relever. Il est à ce moment-là 22h43. Donc on semble assez loin de 22h15. Il y a une explication pour ce délai? Il faut savoir que les hommes de la force d'intervention rapide, ceux qui sont d'astreinte, ne dorment pas au 36 quai des Orfèvres, le siège de leur service. Donc ce soir-là, quand ils apprennent les attentats, certains sont chez eux ou au restaurant et ils reçoivent l'ordre de repasser par le 36 pour s'organiser, pour récupérer des boucliers ou des explosifs. Et donc ce n'est qu'ensuite qu'ils se rendent sur le théâtre des opérations. Ça signifie qu'on a perdu du temps? Certaines de nos sources au sein de la police regrettent qu'il n'y ait pas en permanence au 36 quai des Orfèvres une unité prête à intervenir en urgence de jour comme de nuit. Cela existe dans d'autres pays en Europe, mais pas en France. Il faut savoir que les locaux du 36 sont petits, qui sont vieux. Les hommes peuvent donc difficilement dormir sur place. Mais depuis le 13 novembre, les choses ont changé? Alors il y a eu une tentative pendant plusieurs semaines. Les hommes de l'équipe d'astreinte ont dormi dans une caserne des pompiers, mais pour les syndicats, c'était pas tenable et cette mesure a été abandonnée. Ça signifie qu'on n'a pas vraiment tiré les enseignements de ce qui s'est passé? Alors il y a quand même eu un changement. Depuis, les consignes sont d'aller directement sur le lieu de l'attentat. Seuls 1 ou 2 policiers repassent par le 36 pour récupérer le matériel lourd. D'autres hommes de la BRI arrivent au Bataclan et rejoignent la première colonne déjà dans la salle. À l'intérieur, les policiers des forces d'intervention progressent lentement. Ils ne connaissent pas la salle et n'ont aucun plan du lieu. Ils arrivent derrière les fauteuils du balcon, à quelques mètres d'une porte. Derrière, les terroristes et leurs otages sont retranchés depuis environ 45 minutes. On distingue des bruits qui semblent indiquer que les forces de police sont rentrées dans le Bataclan. Après, on n'a aucune idée de où ils sont, est-ce qu'ils sont proches ou pas, ce qu'ils font. Mais on sent quand même que les bruits se rapprochent de la fameuse porte, ce qui a tendance justement à rendre un peu plus nerveux les terroristes. Ils demandent aux policiers de ne pas approcher trop, sinon ils menacent de faire sauter leur ceinture d'explosifs ou de tuer les otages. Le RAID, l'unité spécialisée dans l'antiterrorisme, arrive à son tour. Ils rejoignent les hommes de la BRI à l'étage. Sur le mur, derrière les fauteuils, ils trouvent un plan incendie. Ils découvrent un escalier dans le couloir où sont retenus les otages. Il faut le sécuriser pour empêcher une fuite des terroristes. Des hommes du RAID iront se positionner en bas de ces marches. En parallèle, les policiers veulent évacuer les blessés pris au piège depuis 1h20. Mais la zone autour du Bataclan est bouclée. Les secouristes ne sont pas autorisés à approcher. Les policiers doivent s'en charger. Je vois arriver un collègue en tenue. Il nous a dit les gars, venez avec nous, on a besoin d'aide, dépêchez-vous rapidement, il y a des blessés, il faut les sortir de là. Z, policier de la BAC du 17e arrondissement de Paris, se porte volontaire. J'arrive devant le Bataclan, il fait assez sombre à l'intérieur, on voit que les lumières d'issue de secours qui sont allumées. Je
Je commence à voir les premiers corps dans le couloir qui mène à la fosse au Bataclan. Quand Z entre dans la salle, il ne porte ni gilet pare-balles lourd, ni casque. Ils sont plus d'une dizaine de policiers comme lui. Je vois un collègue de la BRI avec son arme braquée sur le premier étage où se trouvaient les terroristes. Et il fallait absolument pas faire de bruit parce qu'on savait que les terroristes pouvaient à tout moment s'en prendre à nous. On ne pouvait pas avancer tellement qu'il y avait 2 corps dans la fosse. À ce moment-là, on entend un bruit qui vient en dessous des corps. Quelqu'un qui demandait de l'aide. Et à ce moment-là, avec les collègues qui étaient sur place, on l'a sorti. On n'avait rien, pas de civière, rien du tout sur place. Et on a fait une chaîne entre collègues pour essayer de sortir rapidement le maximum de rescapés. Les morts sont laissés sur place. Plusieurs dizaines de blessés sont évacués. Les policiers les portent jusqu'à la rue Oberkampf, à la limite du périmètre de sécurité, où les secours les prennent en charge. La maire de Paris est arrivée sur les lieux. Ce que je vois à ce moment-là, c'est des gens très blessés ou vraiment très courageusement, les policiers qui sont là, enfin tous les secouristes et les policiers qui sont là, avec des barrières de chantier, s'en servent comme brancards et viennent les installer dans le premier porche qui est le plus à proximité et même à même le sol sur la rue Oberkampf. Un hôpital à ciel ouvert est improvisé dans la cour du 26 de la rue Oberkampf, à moins de 200 mètres du Bataclan. Cyril Bonnet est pompier et secouriste de la Croix-Rouge. Il est arrivé parmi les premiers. On fait un point de situation avec le commandant des opérations de secours des pompiers, où il me dit très clairement, bon, la zone n'est pas sécurisée, on ne va pas pouvoir faire des évacuations de victimes, pour le moment bien sûr, ni non plus avoir de renforts qui arriveront à notre niveau. En clair, tant que ce n'est pas sécurisé, on est seul. On est seul face aux victimes, et ça, quel que soit le nombre de victimes qui arrivent. Ce qui était le plus difficile pour nous secouristes, c'est d'avoir des gens qui viennent dans cette cour consciente, vivante, qui nous parlent, qui nous demandent de l'aide, et qui, quelques minutes après, s'effondre, tombe dans le coma, puis en arrêt cardiaque, puis meurt. La première cour est rapidement pleine, et les blessés ne cessent d'arriver. Les secouristes demandent à la concierge de l'immeuble voisin, Natalia Sied, d'ouvrir sa cour. Dès que j'ai ouvert la porte, ils ont commencé à s'engouffrer à l'intérieur de l'immeuble au maximum avec les premiers blessés. Au début, je laisse faire les pompiers. Ils ont leur matériel et très vite, ils n'ont plus rien. Donc là, on s'adapte. Et on redevient, à ce moment-là, on reprend nos réflexes de sauveteur isolé, qui est de faire des garrots avec ce qu'on a sous la main. Donc on prend nos ceintures pour essayer vraiment d'arrêter ces hémorragies pour ces victimes. Plus de 80 blessés seront soignés dans les 2 cours de la rue Oberkampf. Au moins 6 ne pourront pas être sauvés. Les secours qui sont dans ces courettes ne peuvent donc pas évacuer et les renforts médicaux arrivent difficilement jusqu'à eux. Pour quelles raisons ? Vous voyez cette zone rouge autour du Bataclan, c'est le périmètre de sécurité à l'intérieur duquel les secours n'ont pas le droit de rentrer parce que c'est trop dangereux. Mais pour la police, en fait, c'est toutes les rues du quartier qui sont dangereuses. Est-ce que des terroristes sont cachés sur les toits? Est-ce qu'il y a une bombe quelque part? Impossible de le savoir. Donc la police ne laisse passer les secours qu'au compte-gouttes. Mais pendant ce temps, les blessés, ils manquent de soins. C'est tout le problème, parce que les blessures de Kalachnikov créent de terribles hémorragies. Et pour espérer sauver un blessé, il faut qu'il soit conduit au bloc opératoire le plus rapidement possible. Les secouristes appellent ce moment-là la golden hour, c'est l'heure décisive si vous voulez. Mais là, avec cette zone de sécurité, impossible d'évacuer les blessés vers les hôpitaux. Le plus frustrant, c'est qu'à 400 mètres des cours où sont rassemblées les victimes, il y a un poste médical
médical qui a été installé dans une brasserie. Dans ce poste médical, il y a des moyens, il y a des médecins supplémentaires, mais à ce moment-là de la soirée, il est inaccessible pour les victimes qui sont dans les courettes. Oui, parce qu'il ne faut pas sous-estimer les risques encourus par les secouristes. Regardez cette photo. Elle a été prise dans la brasserie qui a été transformée en poste médical. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un policier vient de donner l'alerte, il a repéré une voiture suspecte. Résultat, tous les secouristes ont dû se coucher à terre le plus rapidement possible. Voilà un peu l'ambiance dans laquelle les secouristes ont dû travailler cette nuit-là. Mais alors, comment faire face à ce dilemme? Prendre en charge les blessés, mais ne pas exposer les secouristes? Mais après les attentats de novembre, les pompiers de Paris ont mis en place un système avec des binômes équipés de gilets pare-balles et de casques qui peuvent accompagner la police, extraire le plus rapidement possible des victimes et les ramener en zone sécurisée. 1h30 après l'entrée des terroristes dans le Bataclan, le gros des troupes du raid arrive sur place en renfort des premiers hommes déjà positionnés dans la salle. Là, quand tout la BRI entière et le raid arrivent, on dit bon, là le jeu change de main. Voilà, là ils peuvent faire face. Un camion blindé du raid arrive à son tour. Il se positionne à l'angle du passage. Des tireurs armés de fusils d'assaut s'abritent derrière. Avec leur véhicule blindé, eux, ils arrivent à rentrer dans ce passage et on arrive à extraire des victimes qui ne pouvaient plus se déplacer par elles-mêmes, quoi. Le reste des unités d'élite entrent dans le Bataclan. Les membres du raid sécurisent le rez-de-chaussée. Seuls leurs tireurs d'élite restent à l'étage. Il tient en joue une petite caméra au-dessus de la porte, derrière laquelle sont les terroristes. La colonne d'intervention de la BRI, qui craint d'être observée, s'est retranchée dans un couloir, à 14 mètres des terroristes. À l'extérieur, des membres de la BRI repèrent un restaurant où installer leur poste de commandement. Le baromètre est situé à 100 mètres du Bataclan. La propriétaire s'est enfermée avec ses clients dans l'établissement depuis le début des tirs. Il y a un monsieur qui arrive qui dit voilà, on est de la brigade de la BRI, on a besoin de votre établissement pour faire notre plan d'attaque. Évidemment, on leur dit on met notre établissement à votre disposition. Oui, mais il faut que les gens sortent. Donc moi, j'ai ouvert une porte derrière dans la cuisine pour les monter dans mon appartement. C'est dans cette cellule de crise improvisée que l'opération va être pilotée. Les vitres du café sont occultées. Une radio est installée. Anne Hidalgo, la maire de Paris, le préfet de police et le procureur François Molins sont sur place. On ne sait pas encore vraiment en réalité l'ampleur de tout ce qui se passe dans le Bataclan. On sait effectivement qu'il y a beaucoup de victimes, mais on ne sait pas du tout combien. Moi, j'avoue que je n'avais pas à ce moment-là mesuré l'ampleur du drame. Hein. Et peut-être aussi qu'on se refusait à imaginer des choses aussi pires. La BRI va préparer l'assaut pendant près d'1 heure. Il y a donc 2 unités qui interviennent, le RAID et la BRI, mais c'est la BRI qui prend le commandement seule. Exactement, et c'est une première, souvenez-vous, à l'Hypercacher en janvier 2015. C'est le RAID qui avait pris le commandement de l'assaut. La BRI, elle, était venue en appui, si vous voulez. Cette organisation, elle est d'ailleurs prévue par le ministère de l'Intérieur, puisque le RAID est doté de moyens techniques plus importants et que la BRI, elle, est spécialisée dans l'anti-gang. C'est-à-dire que le terrorisme n'est pas sa mission première, mais cette fois-ci, ça va donc se passer différemment. Oui, la BRI est arrivée en premier sur les lieux. On est à Paris, donc dans sa zone de compétence. Et puis surtout, la BRI est une force de la préfecture de police de Paris. Le préfet est sur place, il lui laisse le commandement. Alors tout ça, ça n'a pas beaucoup plu au patron du RAID. Je vais vous lire ce qu'il a déclaré devant la commission d'enquête parlementaire. Quelque chose ne va pas, dit-il, lorsqu'un groupe spécialisé de compétences nationales, à savoir le RAID, se met à la disposition d'un groupe non spécialisé de compétences locales, sous-entendu
la BRI. Bref, on est dans la fameuse guerre des polices. C'est un peu ça, oui. Il faut savoir que les deux chefs sont en conflit et que leurs unités ne font pas beaucoup d'exercices communs. Et il y a un épisode qui va illustrer la concurrence entre les deux unités. Un policier spécialisé du RAID va être appelé dans le Bataclan pour entrer en contact avec les terroristes, sans savoir que la BRI, elle, a déjà entamé des négociations avec ces terroristes. Cet épisode n'aura pas de conséquences, mais il met quand même bien en lumière la difficulté qu'ont les deux unités à travailler ensemble. À proximité du poste de commandement, dans une voiture, les deux négociateurs de la BRI se sont isolés. Ils entrent en communication avec les terroristes grâce au téléphone d'un otage. Les terroristes donnent leurs revendications qui n'en sont pas vraiment. À un moment, ils disent on veut un document signé de la main de François Hollande qui s'engage à faire partir les troupes françaises ou en tout cas les avions français des zones de combat en Irak et en Syrie. Après un deuxième échange téléphonique, les négociateurs de la BRI alertent les autorités. Aucune reddition n'est envisageable. On sait très bien qu'on est confronté à des gens, on connaît bien la problématique depuis l'affaire Mera, des gens avec qui c'est pas possible de négocier, qui sont là pour mourir en martyrs et donc qui vont en réalité combattre les policiers en essayant d'en mettre un maximum au tapis, si vous me permettez l'expression. Le préfet de police contacte Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur valide la décision de donner l'assaut. Au Bataclan, l'information est transmise aux hommes des unités d'élite. La BRI monte à l'étage le porte-bouclier blindé de 200 kg, derrière lequel la colonne d'intervention pourra se protéger. Au même moment, François Hollande a rejoint son bureau et ses conseillers à l'Élysée. Face à l'ampleur de l'attaque, il envisage une mesure extrême, le passage à l'état d'urgence. Un régime d'exception créé pendant la guerre d'Algérie, qui n'a été appliqué qu'une seule fois depuis, pendant les émeutes de 2005 en banlieue. Le président est derrière son bureau, ses collaborateurs et les ministres sont soit debout, soit assis dans les sièges qui sont en face de lui. La discussion est d'une certaine manière plus libre parce que chacun va éclairer de son jugement ou de son opinion la décision qui doit être prise, et notamment l'état d'urgence. Ce qu'on veut faire passer, c'est l'impression de la maîtrise, la nécessité d'avoir des moyens juridiques plus forts pour être plus efficace, mais je pense que dans sa tête, c'est déjà arrêté. À la suite des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, les services de Louis Gauthier ont rédigé ce rapport qui propose le passage à l'état d'urgence en cas d'attaque multiple. Le président va s'appuyer sur ce document confidentiel défense, intitulé « Le jour même ». C'était une liste de décisions à prendre dans l'urgence. Nous disions, voilà, il faut activer la cellule de crise, il faut activer la cellule d'aide aux victimes, il faut toute une série de mesures. Et la dernière mesure possible, c'était l'état d'urgence. Donc ces guides, c'est un guide au sens propre qui permettent de surmonter très tôt le moment de la sidération qui rendrait compliquée la décision. Mais avant de décréter l'état d'urgence, le président décide de s'adresser aux Français. Le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, est lui aussi à l'Élysée. Je me dis, mais comment les Français vont réagir en disant, mais tout ça, ça devrait être évité. Même si on avait mis des moyens, même si on avait fait des choses depuis Charlie, il y a des choses qui malheureusement échappent. Mais je me disais, oui, mais comment on peut expliquer ça aux Français? Pas sûr qu'ils le comprennent et qu'ils l'acceptent en tout cas. Lorsqu'il prend la parole à 23h53, le président semble sous le choc. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Nous devons, dans ces moments si difficiles, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Dès la fin de son allocution,
François Hollande rejoint un conseil des ministres exceptionnel. Le recours à l'état d'urgence est immédiatement adopté. Il y a maintenant 2h30 que les terroristes sont entrés dans le Bataclan. Il y en avait un des deux qui était très excité et qui, limite, était prêt à se faire exploser tout de suite. Je ne voyais pas comment est-ce que ça pouvait se terminer autrement que on allait mourir. La BRI est prête à intervenir. À l'extérieur, le négociateur est chargé de contacter une dernière fois les terroristes pour faire diversion. À l'étage, le sniper du raid tire dans la caméra au-dessus de la porte. C'est le signal pour donner l'assaut. Les otages qui sont juste derrière la porte se mettent à hurler. Les deux terroristes sont déstabilisés. Et donc, celui qui était derrière la porte embarque avec lui les otages. Et il se dirige de l'autre côté du couloir, vers l'escalier. Le bouclier lourd de la BRI enfonce la porte. Juste derrière, il y a 2 marches que les forces d'intervention n'avaient pas prévues. Le bouclier bascule. Les terroristes ouvrent le feu. L'un des policiers est blessé à la main. Les hommes de la BRI lancent 4 à 5 grenades assourdissantes pour déstabiliser les terroristes sans tuer les otages. Je tombe à terre et j'essaye de me recroqueviller dans le coin du couloir. Il y a 1 ou 2 grenades qui explosent à mes pieds. J'essaye de me faire le plus petit possible. J'ai le souvenir de voir un des 2 terroristes en train de tirer avec sa Kalachnikov en direction de la colonne qui avançait vers lui. La BRI a coupé toute communication vers l'extérieur. Même les autorités sur place sont dans l'expectative. On entend, mais on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Donc les coups qui sont tirés, on ne sait pas par qui ils le sont et quel impact ils vont avoir et quels dégâts ils vont causer. Les policiers mettent plusieurs otages à l'abri de leurs boucliers. Ils tirent moins d'une 15aine de munitions. Le premier terroriste actionne sa ceinture. Il explose au niveau des escaliers et atterrit à quelques marches des hommes du raid. Les otages couchés au sol ne sont pas touchés. Le second terroriste est lui atteint par les éclats. Il tente à son tour de faire exploser sa ceinture. Il n'en a pas le temps. Atteint par une balle de la BRI, il meurt dans l'escalier. Miraculeusement, aucun des 12 otages n'est blessé. Quand je franchis le seuil de la fameuse porte, derrière, il y a d'autres membres de la BRI qui arrachent ma chemise pour s'assurer que j'ai pas de ceinture d'explosifs. Arrivé dans le hall du Bataclan, de nouveau, il me fouille. Allez, par la gauche, tout de suite à gauche. Allez, les gars, faites attention. Et ensuite, donc j'arrive dans la rue, et là, ils nous font longer les murs. D'autres spectateurs qui s'étaient cachés dans les recoins de la salle sortent à leur tour. Quand les premières victimes sont évacuées, les consignes du raid de la BRI, c'est qu'ils soulèvent leurs t-shirts, ils écartent leurs mains pour pas qu'on puisse laisser passer un terroriste qui se dissimule parmi les victimes. L'attaque du Bataclan a fait 90 morts et plus de 300 blessés. Les enquêteurs ignorent encore combien de terroristes sont impliqués. 7 sont morts à Saint-Denis et à Paris. Ce que personne ne peut imaginer à ce moment-là, c'est que 2 d'entre eux sont à proximité du Bataclan. Abaoud et son complice des terrasses sont arrivés au métro Nation à 22h08, comme l'attestent ces photos de vidéosurveillance. Abaoud est l'homme qui porte des chaussures oranges.
Son téléphone émet des signaux dans le 10e arrondissement, puis dans le 11e, non loin du Bataclan. Jusqu'à minuit 28, la fin de l'assaut. Les deux terroristes prennent ensuite la direction d'Aubervilliers, où ils se cacheront dans un buisson pendant 3 jours. Une heure après la fin de l'assaut, le président de la République arrive dans le quartier du Bataclan. Un membre des forces d'intervention alerte son service de sécurité. Regardez, il y en a un qui s'est fait péter. Ils ont trouvé des clés de bagnole sur le deuxième. Il y a une bagnole suspecte dedans. Malgré cet avertissement, le président, entouré d'hommes en armes, descend de voiture. Il est accompagné de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et d'Anne Hidalgo. Dans la hâte, le service de déminage fait passer un chien pour sécuriser la rue. Les policiers craignent la présence d'une voiture piégée. En chemin vers le Bataclan, François Hollande et ses ministres se font invectiver par des habitants du quartier. Bravo, monsieur Hollande. Honte, monsieur Cazeneuve, c'est une honte. Il y a de la colère à ce moment-là, hein. Il y a de la colère chez les victimes, chez des riverains. C'est comme ça qu'on est protégé. Voilà, c'est ce type de mots. C'est dur, hein, c'est très dur. Nous voulions être là, parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces, pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Une 4e voiture immatriculée en Belgique arrive à son tour aux portes de Paris. En dépit de l'état d'urgence, du vaste déploiement policier, Salah Abdeslam, le 10e terroriste, s'apprête à quitter le pays. Le convoyeur du Stade de France a appelé à l'aide 2 proches, alors que les attaques commençaient. Il les attend à Châtillon, la ville de banlieue où il a passé la nuit. Les 3 hommes prennent la route en direction de la Belgique. À 40 km de la frontière belge, leur voiture est arrêtée par un barrage mis en place suite aux attentats. Il est 9h10. Des gendarmes contrôlent l'identité des 3 passagers. Ils consultent le fichier des individus recherchés en Europe. Le nom de Salah Abdeslam y apparaît, mais il n'est signalé que pour des faits de droit commun. La fiche de Salah Abdeslam avait été diffusée. Elle était dans le fichier d'information Schengen. Mais il n'y avait pas la radicalité. Le fait qu'il ait fait de la prison avec Abaoud, ça n'apparaissait pas dans le contenu de la fiche. Il était plus connu comme un délinquant au contact des islamistes en Belgique qu'autre chose. Les autorités belges sont contactées pour plus de précision. Mais selon les gendarmes, faute de réponse, ils n'ont pas de motif pour retenir les 3 hommes et doivent les laisser repartir après 30 minutes. Salah Abdeslam disparaît en Belgique. Là, il y a ce qu'on appelle un raté. Salah Abdeslam est fiché, il attire l'attention des gendarmes français, mais qui ne trouvent rien pour le retenir. Pourquoi ? Ce qui est étrange, c'est que Salah Abdeslam est bien connu des services belges, puisqu'il est fiché comme un candidat combattant en Syrie. Alors que dans le fichier que consultent les gendarmes, le fichier européen, il n'apparaît que pour des délits de droit commun. C'est pour ça que les Français accusent les Belges de ne pas l'avoir correctement signalé au fichier européen. Oui, mais enfin bon, les Français ne peuvent pas s'en prendre qu'aux Belges. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi auraient pu savoir que Salah Abdeslam était relié aux attentats. Bien plus tôt, dès 2 h du matin, ils avaient son nom sous les yeux, ou presque.
La voiture du commando du Bataclan, stationnée à quelques mètres de la salle de concert, est rapidement repérée. 2 heures à peine après la fin de l'assaut, 2 brigadiers de la police criminelle sont chargés des premières constatations. Ils trouvent une paire de lunettes, un GPS et dans la boîte à gants, les papiers du véhicule. Parmi eux, un contrat de location au nom de Salah Abdeslam, le terroriste qui a déposé les kamikazes au Stade de France. Mais les policiers ne prennent pas le temps de lire les documents. Après une fouille de plus d'1 heure, la voiture est convoyée dans un parking de la police pour un relevé des empreintes. En milieu d'après-midi, les policiers de l'identité judiciaire fouillent à nouveau la voiture. Cette fois, ils ouvrent et lisent le contrat. Salah Abdeslam a passé la frontière 6 heures plus tôt. Il faudra 4 mois d'enquête pour l'interpeller. À l'Élysée, François Hollande a convoqué un conseil de défense. Il veut répondre à ce qu'il qualifie d'acte de guerre commis par une armée terroriste. Dans la matinée, un message de revendication a été diffusé sur Internet. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Il a été enregistré en Syrie par l'un des mentors de toute une génération de djihadistes français. Fabien Klein, un Français de 38 ans proche de Mohamed Merah. La revendication ne laisse aucun doute, c'est bien l'organisation État islamique qui a planifié ces attentats. Le Conseil de défense décide de bombarder des cibles djihadistes en Syrie dès le lendemain. Louis Gauthier participe à la discussion. Il va y avoir plusieurs décisions qui vont être prises. L'une qui concerne, vous le savez, l'arrivée du porte-avions, de façon à permettre une augmentation des frappes de la France. Et puis, il y a une volonté de couper les voies d'approvisionnement de Daesh et notamment les ventes de production, les exportations de pétrole, qui quelque part étaient le nerf de la guerre. De l'autre côté de la Seine, au Quai d'Orsay, l'État a ouvert en urgence une autre cellule de crise. Elle doit informer et accompagner les victimes. Une priorité depuis les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Mais là encore, le système fonctionne mal. Dans cette salle, des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Justice, de la Santé et de l'Intérieur, ainsi que plusieurs associations, sont mobilisés. Stéphane Jiquel est sur place depuis le milieu de la nuit. On rentre aussi dans une grande part d'inconnu, parce que c'est la première fois que va être mis en place cette cellule interministérielle d'aide aux victimes. Un numéro de téléphone est communiqué dans les médias pour répondre aux familles. Grave. Je vous rappelle, juste avant de se quitter, ce numéro vert mis à votre disposition par le ministère de l'Intérieur, c'est le 0800 406 005, 0800 406 005. Normalement, le dispositif prévoyait qu'il nous soit rerouté pour qu'on soit le lieu unique de contact avec les familles de victimes, et c'était l'ambition de cette cellule interministérielle. Et jusque samedi, en milieu d'après-midi, on attend les appels téléphoniques. Alors nous, on a déjà des informations sur les blessés, sur le nom des personnes décédées, mais finalement, le contact avec les familles de victimes ne s'établit pas. La cellule du Quai d'Orsay ne reçoit aucun appel. Le numéro aboutit à la préfecture de police. Ici, le standard n'est pas dimensionné pour répondre aux 93 000 appels reçus en quelques heures. Isabelle Moulin fait partie des centaines de familles qui cherchent des nouvelles de leurs proches. Sa fille Justine dînait au Petit Cambodge, l'une des terrasses attaquées. Elle compose le numéro d'urgence. J'ai fait 99 fois le numéro pour pouvoir tomber
sur quelqu'un. Alors vous avez quelqu'un qui répond, qui vous demande qui vous êtes, qui vous demande pourquoi vous appelez. Et là, on me dit, bah, écoutez, laissez-nous vos coordonnées, nous vous rappellerons. Voilà. Et puis vous rappelez, parce que 1 heure ou 1h30 après, il ne se passe rien. Donc vous rappelez, on vous redemande. Mais vous êtes, voilà, qui vous êtes, vous appelez pourquoi? Alors je leur dis, mais mon nom, vous l'avez, donc regardez. Non, redonnez-nous qui est, pour qui vous appelez, à quel endroit, que s'est-il passé. Isabelle Moulin apprendra, quelques heures plus tard, que sa fille est décédée. La famille Moulin va être au cœur d'une douloureuse erreur d'identification. À la cellule du Quai d'Orsay, 4 jours après les attentats, Stéphane Jiquel est alerté. Il y a un problème dans les listes de victimes. Moi, je revois encore ma collaboratrice. Elle est abattue parce qu'elle est avec Madame Moulin au téléphone, avec qui elle va passer des heures au téléphone. Justine Moulin figure sur 2 registres. On dit qu'elle est à la fois à l'IML, on dit qu'elle est à la fois à la Pitié-Salpêtrière. Elles ne comprennent pas. Justine Moulin figure donc sur 2 registres. En fait, le corps de Justine Moulin, qui a été tué au Petit Cambodge, a été confondu avec celui d'une autre jeune femme assassinée au Bataclan. Comment est-ce possible? Alors là encore, il faut prendre en compte la confusion qui règne à ce moment-là. Beaucoup de victimes n'avaient pas leur papier d'identité sur elles, certaines avaient le visage défiguré, et puis les blessés sont dispersés entre 18 hôpitaux, sans parler bien sûr des corps qui sont amenés à l'Institut médico-légal. Et donc des informations se perdent en route? Alors quand ils le peuvent, les secours mettent aux victimes des bracelets comme celui-ci. On appelle ça des bracelets sinus, on le voit, il y a un code barre. Les pompiers entrent des informations dans un système informatique, par exemple le lieu où la victime a été touchée, le lieu où elle sera transportée. Le problème, c'est que ce soir-là, les pompiers n'ont pas toujours le temps de mettre ces bracelets, que certains tombent, que certains sont tachés par le sang. La fille d'Isabelle Moulin et l'autre jeune femme portaient-elles ces bracelets? Alors oui, elles avaient des bracelets sinus, mais le problème, c'est que les hôpitaux n'utilisent pas ce système. Dans ce cas précis, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière reçoit une victime grièvement blessée au visage. Cette victime va décéder rapidement. Or, c'est une jeune femme qui a à peu près le même âge et la même physionomie que Justine Moulin. Et c'est donc le corps de cette jeune femme qui sera présenté à la famille Moulin? Oui, mais la victime a le visage bandé, d'où la confusion. Ce n'est que bien plus tard, après vérification, qu'on se rendra compte qu'il s'agissait en fait du corps d'une autre femme. Et quand la famille sera-t-elle informée de cette méprise? 5 jours après les attentats, Isabelle Moulin, la mère de Justine, est convoquée à la cellule d'accueil des victimes. C'est à ce moment-là qu'on lui annonce l'erreur qui a été commise. Quand je leur ai dit, mais comment avez-vous pu faire une telle erreur? Et là, ils ont osé me dire que la famille avait identifié le corps. Et je leur dis, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Quand vous dites à quelqu'un, votre fille est décédée, vous ne la reconnaîtrez pas, est-ce que vous voulez la voir? Et qu'elle est pratiquement entièrement bandée. Le père de Justine et son frère aîné sont allés voir le corps. On ne leur a pas dit, est-ce que c'est bien le corps de Justine? On leur a dit, voilà Justine. 130 morts, c'est une situation à laquelle on n'a jamais été confronté. Donc je pense que tout le monde a essayé de travailler du mieux qu'il a pu. Il y a eu cette erreur qu'on ne peut que déplorer. Il y en a eu d'autres, où on a eu effectivement des choses qui ont pu compliquer l'identification. Tout ça, effectivement, mérite d'être amélioré. « 700 enquêteurs et 39 magistrats sont mobilisés sur la plus vaste enquête jamais lancée en matière de terrorisme. Elle va permettre de localiser Abaoud grâce à un témoin providentiel. Mais elle va d'abord mettre à jour l'ampleur du réseau international qui a organisé ces attentats. Au Bataclan, un premier élément décisif est découvert dans une poubelle. Les enquêteurs retrouvent le téléphone utilisé par le commando. Dans la mémoire, des plans du Bataclan téléchargés sur Internet. Et le SMS « On est parti, on commence ». Il a été envoyé à un numéro de téléphone localisé à Bruxelles. La piste belge se confirme. Avec ce téléphone,
on va réagir. Ça va nous permettre, et ça va permettre aux services belges, de tracer les communications, de voir où ça aboutit, de voir à qui s'identifie ce numéro. Ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'il y a un projet global, qu'on n'est pas sur une action isolée, qu'il y a une volonté commune. Ça nous donne rapidement l'ampleur de l'action qui vient de se mener. Donc à ce moment-là, les enquêteurs comprennent que le réseau qui a attaqué la France ne se limite pas aux 10 hommes qui étaient présents à Paris et à Saint-Denis, mais qu'il est plus étendu. Les enquêteurs vont remonter la piste de ce téléphone et trouver un homme qui s'appelle Mohamed Belkaïd. C'est lui. Il est à ce moment-là à Bruxelles. C'est lui qui a géré les finances et lui qui va superviser la recherche de la planque d'Abaoud. Qui est cet homme? Est-ce qu'on le connaît? Alors, il est inconnu des services, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a 35 ans, qu'il a combattu en Syrie. Et parce qu'il est religieux, il a une certaine influence sur le reste du réseau. Et cet homme, il a du monde autour de lui. Oui, il y a aussi des artificiers, des logisticiens qui gèrent une dizaine de planques. Et c'est ce réseau qui va permettre à Salah Abdeslam d'échapper à la police pendant 4 mois. On est donc en face d'une vaste organisation. C'est un vaste réseau qui part de Syrie jusqu'en France, qui passe par les Pays-Bas, par la Belgique. Et c'est d'ailleurs ce même réseau qui va attaquer 4 mois plus tard Bruxelles. Une seule et unique organisation pour les attentats de Paris et Saint-Denis et pour les attentats de Bruxelles. À la DGSI, les enquêteurs français font appel à leurs homologues européens par vidéoconférence cryptée. Depuis 2012, les services de renseignement partagent des informations sur les djihadistes en Irak et en Syrie au sein d'une cellule secrète baptisée Gîte Levant. Ce jour-là, ils mettent en commun leurs fichiers de radicalisés en Belgique. Une centaine de noms. Pour les services, la base arrière des djihadistes se trouve là-bas. Pourtant, le premier terroriste à être identifié est un Français. Ismaël Omar Mostefaï, l'un des 3 assaillants du Bataclan. Malgré l'explosion, le visage du terroriste fiché S est resté intact. On se rend compte que c'est un personnage que l'on connaît. C'est à nouveau quelqu'un qui est parti là-bas, en Syrie, et qui s'est formé. Quand Mostefaï est revenu, on n'a pas été capable de définir la dangerosité de ce personnage. On est passé à côté. On n'avait pas assez d'informations sur lui. Mais il faut savoir qu'une surveillance générale d'une personne, sur 24 heures, c'est colossal. Ça peut générer entre 12 à 20 personnes. Et puis, il y a les moyens techniques, les écoutes, poser des balises, etc. C'est un travail énorme, chronophage, et qui coûte énormément en matière de personnel. Est-ce qu'on en sait plus sur ce loupé des services de renseignement comme ils le reconnaissent eux-mêmes? Alors ce que l'on sait, c'est que Mostefaï est fiché S depuis 2010, ce qui ne va pas l'empêcher de partir en Syrie en 2013, ni de revenir ensuite l'année suivante en France. Quand il revient, la DGSI est au courant parce qu'il traîne avec un petit groupe de radicalisés de la banlieue de Chartres. La DGSI va placer cette bande sous surveillance, tous sauf Mostefaï, ce qui explique d'ailleurs qu'il perde sa trace ensuite. Est-ce qu'on sait où il est passé? Alors, d'après l'une de nos sources, il aurait pu repartir en Syrie et revenir avec de faux papiers, à nouveau sous les radars des services de renseignement. Ces réseaux ont un vrai savoir-faire pour échapper à toute surveillance. Oui, et on en a un exemple frappant. Pour déterminer par où entrer en Europe, Abdelhamid Abaoud a mandaté un de ses complices, Bilal C., un jeune Algérien de 25 ans. Un émissaire. C'est exactement ça. Et donc en juin 2015, il est allé repérer en fait toutes les routes les moins surveillées en partant de Syrie jusqu'en France pour ensuite permettre à ces hommes de venir en France. Et ce sont ces mêmes routes qu'ont pris les terroristes 5 mois plus tard. Exactement. D'ailleurs, nous avons pu consulter une note qui date de juin 2015, une note secret défense qui a été échangée entre plusieurs pays européens, dans laquelle un djihadiste affirme que la route passant par la Grèce était toujours intacte et sans danger. Et vous allez voir que ces djihadistes ont su très habilement profiter de notre difficulté à contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Le soir des attentats, au Stade de France. En inspectant les lieux des explosions, les policiers de l'identité judiciaire ont découvert les restes d'un passeport près du 2e kamikaze.
Les enquêteurs entrent le numéro de la pièce d'identité dans la base de données d'Europol. Ils découvrent que ce passeport syrien est répertorié comme volé depuis 2014. Le kamikaze n'aurait jamais dû pouvoir entrer en Europe avec ce document. Pourtant, le 3 octobre 2015, avec son complice du Stade de France, il a réussi à entrer en Grèce, sur l'île de Léros. Ils ont profité de l'afflux de près de 2 millions de réfugiés syriens. Les postes frontières sont alors débordés et aucun véritable contrôle n'est effectué. Fabrice Leggeri est à la tête de Frontex, l'agence chargée de renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. À l'été 2015, l'agence Frontex avait signalé que, vu l'échelle des flux migratoires irréguliers, ça devenait problématique sur le plan de la sécurité de ne pas savoir qui étaient les gens qui arrivaient. Malgré son alerte, des États européens refusent de renforcer les équipes de Frontex. J'ai demandé 775 gardes-frontières supplémentaires. On a reçu à l'agence des coups de téléphone de certains États qui ont dit « Ah, votre directeur, il s'est trompé. Il a signé un papier où il y avait marqué 775, mais nous supposons que vous en voulez 75. » Donc c'est vous dire aussi que certains États n'ont pas compris les enjeux. « 24 heures après les attentats, la Seat noire du commando des Terrasses est retrouvée rue Édouard Vaillant à Montreuil, une commune limitrophe de Paris. Durant 9 heures, les policiers ont surveillé la rue. Ne voyant personne venir récupérer la voiture, ils décident de l'ouvrir. Ils sont filmés par des voisins. À l'arrière, les policiers découvrent 3 fusils d'assaut, 5 chargeurs pleins et 11 vides. Les terroristes sont arrivés en France avec leurs armes. On sait aussi que ces armes viennent de Belgique, qu'elles sont arrivées par les Balkans. Ce qu'on sait aussi, c'est que les frères Abdeslam, dans leur bistrot, avaient des connaissances du fait de leur passé de braqueur, de leur passé de délinquant. Ils avaient des contacts avec des individus. Qui dit braqueur dit arme. Donc, vous avez des porosités entre ces milieux et la capacité, avec de l'argent, d'acheter facilement des armes. Les enquêteurs ne savent pas encore qui sont les terroristes qui ont abandonné ces armes dans la voiture. Mais un témoin va tout changer. Dans les bureaux de la sous-direction antiterroriste, une jeune femme a demandé à parler aux enquêteurs. Nous l'appellerons Sonia. Elle affirme avoir rencontré Abdelhamid Abaoud avec une de ses amies, Asna Haït Boulassen. Le terroriste le plus recherché d'Europe et son complice se cacheraient dans un buisson à proximité de Paris, sous une voie de chemin de fer. Sonia raconte que la veille au soir, son ami reçoit un coup de téléphone de Belgique. Un homme les guide jusqu'à Aubervilliers. L'ami a pour consigne de dire 10-10 à voix haute. Un homme sort alors des buissons. Abdelhamid Abaoud est sale. Il allait très fatigué. Devant les 2 jeunes femmes, il confirme être l'auteur des attentats. Il précise être venu en France pour s'assurer de la bonne conduite des attaques. Il se vante d'avoir une autre cible en tête. Il a prévu d'attaquer le centre d'affaires de la Défense 3 jours plus tard.
Sonia explique aux enquêteurs qu'elle témoigne car elle refuse d'être complice des terroristes. Mais les policiers ont du mal à croire qu'Abaoud est en France. Ce témoignage, il va susciter beaucoup d'interrogations au début parce que ça paraît à tout le monde un peu gros. On imagine mal comme ça Abaoud se terrant dans un bosquet. C'est quelque chose qui est franchement un peu surréaliste. On l'a pas cru tout de suite, malheureusement. Parce qu'on se dit, ces mecs-là, qui ont été capables de préparer depuis la Syrie, depuis la Belgique, et qui se retrouvent là. D'ailleurs, on s'expliquera jamais vraiment ni comment ni pourquoi. Un document transmis par les services de renseignement marocains, le pays d'origine d'Abaoud, va crédibiliser ce témoignage. Asna Haït Boulassen, l'amie de Sonia, figure sur une liste de proches du terroriste. Elle est sa cousine. Moi, je dis les gens comme on voit dans les vidéos, si c'est pour couper. Une information que confirme cette vidéo tournée en juin 2015. Asna a 26 ans et tente de justifier les actions d'Abaoud. Abdelhamid, c'est mon cousin. C'est vrai qu'il a été recherché et qu'il est toujours recherché par la police mondiale. Moi, je pense que c'est un bon choix parce qu'il a voulu faire le djihad en Syrie. Voilà, donc après, il est là pour aider parce qu'il y a la guerre. Par contre, un dernier élément apporté par Sonia finit de convaincre les enquêteurs. Elle va le décrire. Comment il est habillé, il a des baskets oranges. Et nous, on est remonté aux photos prises par la RATP dans le métro. Et là, on va se dire, elle est au contact. 1, on est certain qu'elle a bien vu Abaoud. 2, qu'Asna est bien sa cousine et qu'ils sont liés. À partir de là, on voit bien qu'elle est dans un récit vécu, pas fantasmé. Au palais de justice, François Molins reste sur ses gardes. On craint surtout de se faire instrumentaliser, d'être victime d'une manipulation qui consisterait finalement à nous attirer dans un lieu où serait Abaoud, où il attendrait effectivement les services de renseignement ou les services de police, et où finalement il essaierait de les engager, d'en tuer et d'en tuer un maximum. Donc on est effectivement extrêmement prudent par rapport à ça. Pour lever ce doute, les enquêteurs placent le téléphone d'Asna sur écoute. La jeune femme est bavarde. Les écoutes porteront leurs fruits dans moins de 24 heures. Asna Haït Boulassen appelle l'homme qui l'avait mené aux terroristes. Les enquêteurs découvrent qu'il s'agit de Mohamed Belkaïd, le coordinateur belge. Belkaïd et la cousine d'Abaoud organisent ensemble l'exfiltration du terroriste vers une nouvelle planque. Le coordinateur belge guide Asna jusqu'à la banque postale de Drancy. Il lui explique comment récupérer un virement de 750 € qu'il lui a envoyé depuis la Belgique. J'ai les sous là, qu'est-ce que j'achète? Un téléphone et une puce en priorité. Vas-y, mais de toute façon, si je lui achète un téléphone, une puce, je lui déclare ou je lui déclare pas? Comment tu déclares? Par exemple, moi, mon numéro, il n'est pas déclaré. Non, non, tu déclares pas, tu déclares pas. Le complice belge demande aussi à Asna Haït Boulassen d'acheter 2 costumes. On peut penser que les costumes, c'était pour se mêler dans la masse qui fréquente l'esplanade de la Défense. Donc là, il y a une course contre la montre qui s'établit. Parce que s'ils se sentent surveillés ou contraints, à tout moment, ils peuvent décider de se jeter n'importe où. Donc, il faut intervenir vite. Asna Haït Boulassen récupère Abaoud et son complice, Shakib Akrou, dans un taxi clandestin. Elle est encore au téléphone avec le financier belge. Il demande à parler à Abaoud. Les enquêteurs retranscrivent la conversation. Ça va, mon frère? Tu vois le téléphone, il ne faut pas l'allumer dans l'endroit où tu vas aller. On sait jamais s'ils vont capter la borne et tout. C'est pas bon.
Au pire, dis-lui qu'elle t'achète des vêtements, qu'elle t'achète un téléphone. Ouais, demain. On va faire ça demain. Asna Aïd Boulassen, Abdelhamid Abaoud et son complice Chaki Bakrou s'installent à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Au 3e étage de cet immeuble, situé en plein centre-ville. Le bâtiment est insalubre, le 3 pièces en mauvais état. Cette planque leur a été louée pour 150 € par un dealer et marchand de sommeil, Jawad Ben Daoud, 29 ans. Il affirmera ne pas savoir qui occupait l'appartement. À Bièvre, dans leur QG, les hommes du raid se préparent à intervenir. Les policiers d'élite sont à 30 km de Saint-Denis. L'un de ces hommes a accepté de raconter les coulisses de cette intervention. Pour des raisons de sécurité, cet entretien a été reconstitué. Certains collègues commencent à recevoir des coups de fil officieux de copains qui bossent dans les services et qui ont bossé sur le clan Abaoud. Et ils nous disent, là les gars ils sont chauds, hein. Ils ont des gilets explosifs et des kalachnikovs. En plus, ils trouvent que les informations étaient trop faciles à obtenir. Et ils se disent que c'est peut-être un guet-apens. Le raid entre dans l'immeuble de la rue du Corbillon. 36 policiers au total. Ils hésitent entre 2 escaliers, mais sont orientés par radio. La colonne progresse lentement. Le matériel est encombrant, l'escalier étroit. Il grince. Ils arrivent au 3e étage, face à l'appartement. Le gars en charge de l'effraction va poser une charge explosive sur la partie supérieure de la porte, une au niveau de la serrure et une sur la partie inférieure de la porte. Ensuite, on attend le feu vert pour envoyer. Il y a un décompte qui est fait à la radio. 3, 2, 1. La charge du haut et celle du bas explosent. Mais la charge positionnée au niveau de la serrure, la plus importante, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de réaction suite à la détonation des explosifs, qui sont quand même assez costauds. Alors là, on se dit, ils sont en train de préparer quelque chose. Malgré tout, l'artificier du raid remonte poser une nouvelle charge. Et à ce moment-là, il se fait engager. Il y a des bastos qui passent à travers la porte et qui finissent dans le plâtre. Alors là, on se dit, ça y est, on y est. Mais avant qu'on puisse riposter, la tête de colonne se prend une grenade artisanale qui est balancée à travers les trous qui ont été faits dans la porte et qui leur tombe dans les pattes. 3 policiers sont projetés en arrière. Les hommes du raid répondent par un déluge de feu depuis l'escalier et depuis l'immeuble d'en face où des tireurs d'élite sont positionnés. Le raid expliquera à la fin de l'assaut avoir fait face à une forte résistance avec des individus surarmés. La réalité est un peu différente. La fouille des lieux montrera que les terroristes n'avaient aucune Kalachnikov. Ils avaient un gilet d'explosifs et ils avaient ce pistolet, qui est un pistolet semi-automatique sur lequel on retrouvera les empreintes d'Abaoud. On retrouvera aussi 11 douilles, pas plus, pouvant correspondre à ce type d'arme. Donc pas vraiment la forte opposition décrite. Non, mais pourtant, les hommes du raid, eux, vont tirer plus de 1500 munitions. Ils vont même demander à ce qu'on leur rapporte de nouveaux chargeurs au cas où. Donc 11 douilles d'un côté, 1500 munitions de l'autre. Pourquoi cette disproportion? 5 jours après les attentats, les policiers du raid craignent un piège. Ils ont face à eux des gens qui cherchent à mourir au combat. Et puis surtout, les policiers sont conditionnés par le briefing qu'ils ont reçu. Ils sont persuadés d'avoir face à eux des gens qui sont armés de Kalachnikov.
Le RAID met donc en place des tirs de saturation. Ils vont dresser, si vous voulez, une sorte de mur de balles pour éviter que les kamikazes ne puissent s'approcher d'eux et qu'ils se fassent exploser à leur contact. Et l'un des terroristes va en effet actionner son gilet d'explosifs. Après ce premier assaut, les tirs cessent. Voilà, on se dit, est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on les a touchés? Donc on envoie des petits robots caméras sur roulette. Mais il y a trop de gravats, donc le robot il ne peut pas continuer d'avancer. Donc, seconde étape, sur ordre, on envoie un chien d'assaut. Et puis là, il marque un temps d'arrêt. On voit bien qu'il a repéré plusieurs personnes. Les gars qui sont en tête de colonne le voient à sa posture et à la position de ses oreilles, et au fait qu'il a le regard fixé et attiré par quelque chose. Donc là, il y va, et à un moment, on entend bien les détonations d'armes à feu. 4 à 5 tirs de petit calibre. Le chien est tué. Aucun élément n'a permis de déterminer s'il avait été touché par des balles des terroristes ou, comme l'affirment certains, par celles du RAID. L'assaut a commencé depuis environ 30 minutes, quand les policiers du RAID échangent avec Asnaïd Boulassen, la cousine d'Abaoud. Il est où ton copain? C'est pas mon copain! Il est où? C'est pas mon copain! Laissez-moi sauter, s'il vous plaît! Laissez-moi sauter, monsieur! Le dialogue n'aboutit pas. Asnaïd Boulassen ne sortira pas de l'appartement. Là, on sait que les terroristes sont encore vivants et qu'ils nous attendent dans la pièce du fond. À ce moment-là, les consignes, c'est d'y aller et de rentrer dans l'appartement. Sauf que juste avant, il y a une grosse détonation qui fait s'effondrer le plancher du salon. Chaki Bakrou, l'un des terroristes des terrasses, vient de déclencher sa ceinture d'explosifs. Les autopsies montreront qu'Abdelhamid Abaoud est tué par l'explosion. Sa cousine meurt asphyxiée sous les gravats. Pourtant, l'assaut continue. Les terroristes sont donc morts vers 5 h du matin, mais les tirs continuent et il va même y avoir un deuxième assaut vers 7 h 30. Oui, après l'explosion du kamikaze, les policiers ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de l'appartement. Leur crainte, c'est qu'il y ait encore un terroriste vivant qui pourrait faire le mort en attendant que les policiers entrent à l'intérieur pour se faire sauter. Et puis la confusion est d'autant plus grande qu'il y a encore des habitants dans cet immeuble et que les policiers du RAID ne savent pas s'ils peuvent être complices ou pas. 3 d'entre eux d'ailleurs vont être blessés. Parmi eux, un homme d'origine égyptienne va être blessé au bras. C'est un sniper positionné dans un immeuble en face qui va lui tirer dessus. Le souci pour le sniper qui a tiré dans le bras de l'Égyptien, c'est que, de par sa position, lui, il voit pas la cloison qui sépare les deux appartements. Il voit juste des terreaux qui essaient de se planquer. Et sur le même niveau, le fameux Égyptien qui parle pas français et qui comprend pas les injonctions. Lève les mains, va à la fenêtre, et du coup, le sniper le prend pour un terroriste. Les gars, on a un gars! Vous êtes tout ça? Ouais, je l'ai! Je vais sortir la poêle! La poêle complète! Et il y a également des blessés parmi les policiers du RAID. On voit ici l'un d'entre eux évacué sur une civière au petit matin. Oui, 5 blessés en tout, et là encore beaucoup d'incertitudes. Oui, selon la commission d'enquête parlementaire, les 5 policiers ont tous été blessés par des grenades artisanales lancées par les terroristes. Mais là aussi, il y a un doute. Certaines de nos sources policières se demandent si ce ne sont pas des grenades lancées par le RAID lui-même et qui auraient explosé au pied des policiers. Et puis, il y a un autre élément qui suscite des interrogations. Regardez cette photo, c'est la photo de l'un des boucliers du RAID. On voit sa face interne, il y a des impacts de balles. Eh bien, ces impacts de balles proviennent des tirs du RAID. Ça signifie que les policiers du RAID auraient pu se tirer dessus eux-mêmes? Les policiers admettent une certaine confusion dans ces tirs. En revanche, ils affirment, ils ont toujours démenti s'être blessés eux-mêmes, s'être tirés dessus. Après plus de 7 heures d'assaut, l'opération est terminée.
8 personnes ont été interpellées. Toutes seront relâchées, à l'exception du logeur. Sur les 10 terroristes qui ont attaqué Paris et Saint-Denis, 9 sont morts. Le 10e, Salah Abdeslam, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il refuse de s'exprimer. Sonia, le témoin qui a permis de localiser Abaoud et d'empêcher qu'il repasse à l'action, est menacée. Elle a dû déménager et vit aujourd'hui cachée. Huit mois après les attaques de novembre, une commission d'enquête parlementaire a rendu son rapport. 40 propositions pour réformer notamment les services de renseignement. Mais déjà, la menace change de visage. Au volant d'un camion à Nice, chez un couple de policiers à Magnanville, dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, les terroristes passent à l'acte en dehors de grands réseaux organisés. Ces attaques ébranlent un peu plus l'opinion publique. Elles mettent à l'épreuve l'état de droit. Encore du travail pour les hommes et les femmes des cellules de crise.